Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le service science de la RTB m'a demandé de vous parler ce soir de la pataphysique. Or, pour tous ceux qui s'y intéressent, la pataphysique n'est pas du tout une science comme toutes les autres, elle est la science, par excellence, la science suprême qui rend donc inutile toutes les autres. C'était du moins l'opinion de son théoricien le plus célèbre, Alfred Jarry, l'auteur du Burrois, qui a énoncé les principes de la pataphysique dans son livre Gestes et opinions du docteur Faustrol. Vous savez que la vie d'Alfred Jarry a été un continuel pied de nez aux conventions guindées de son époque, et qu'il existe toute une légende d'Alfred Jarry. Alfred Jarry s'identifiant à son personnage du Burrois, Alfred Jarry adepte de la bicyclette, se nourrissant exclusivement d'absinthe, tirant des coups de revolver à tort et à travers, et finissant par mourir le jour de la Toussaint 1907 à l'hôpital en réclamant un cure-dent. Et malheureusement, toute cette légende a un peu occulté la valeur propre de l'ouvrage de Jarry, Docteur Faustrol, dont je vais maintenant vous parler. Ce Docteur Faustrol de Jarry, c'est un savant de génie, célèbre pour ses calculs sur la surface de Dieu et pour sa machine à remonter le temps, et qui va entreprendre une longue navigation de Paris à Paris par la mer. Il est accompagné dans son odyssée par un singe cynocéphale d'origine belge, appelé Bosse de Nage, et auquel il va énoncer, chemin faisant, les principes fondamentaux de la pataphysique. Ces principes seront repris et enrichis plus tard par le Collège de pataphysique, fondé en 1948, et on peut grosso modo les simplifier en 4 lois fondamentales. Première loi, pour Faustrol, tout est pataphysique dans ce monde-ci comme dans tous les autres. En d'autres termes, la race humaine tout entière est composée de pataphysiciens, mais il y a ceux qui le savent et il y a ceux qui l'ignorent. En d'autres termes, les pataphysiciens qui s'ignorent, c'est-à-dire la grande majorité, font de la pataphysique sans le savoir. Deuxième loi, la pataphysique, contrairement à ce que prétendent des gens mal intentionnés, n'a rien de commun avec l'humour, avec la parodie, avec la dérision. En effet, pour un pataphysicien, il n'existe pas de frontière entre ce qui est sérieux et ce qui ne l'est pas. Tout se vaut, tout est la même chose, par conséquent, une chose ne peut pas être plus sérieuse ou plus comique qu'une autre, c'est le grand principe de l'équivalence universelle, de la loi de l'identité des contraires. Troisième loi, la pataphysique refuse les lois. Elle est la science du particulier, c'est-à-dire la science qui étudie les règles qui régissent uniquement les exceptions. Pour un pataphysicien, chaque chose est unique, chaque chose est singulière, on n'a pas le droit par conséquent de l'intégrer dans ces sciences dites exactes qu'on appelle les sciences humaines. Quatrième loi, la pataphysique est la science des solutions imaginaires, c'est-à-dire que pour un pataphysicien, l'imagination vaut mieux que la vérité qui est bien la plus imaginaire de toutes les solutions. Pour Faustrol et ses disciples, rien n'est vrai, donc rien n'est faux, et inversement. Eh bien, le Collège de pataphysique fut fondé en 1948 pour défendre et illustrer ses idées. Et cela par des gens aussi sérieux que Raymond Queneau, Boris Vian, Eugène Ionesco ou Jacques Prévert. Le Collège de pataphysique se définit lui-même comme un organisme de recherche savante et inutile. Il est hiérarchisé à la façon d'une université et comprend par conséquent un curateur, le docteur Faustrol, un vice-curateur, des provéditeurs, des régents, des satrapes, etc., le tout en une série de chaires fondamentales. Un doctorat honoris causa, l'ordre de la Grande Gidouille. De plus, le collège a fondé son calendrier pataphysique, considérant que l'ère pataphysique commence le jour de la nativité d'Alfred Jarry, le 8 septembre 1873. Cette année comporte donc logiquement 13 mois, avec 13 vendredis 13, tous les jours étant des jours de fête, et portant le nom de personnages de Jarry ou d'allusions reprises dans les œuvres de Jarry ou d'autres pataphysiciens illustres. En outre, le collège a une mission d'édition qui concerne notamment les comptes rendus de ces réunions, l'édition de textes inédits de Jarry ou d'autres faustroliens célèbres, et également toute une série de plaquettes consacrées aux poésies de chacun des auteurs du groupe. J'ajoute que les pataphysiciens ont créé en l'an 89 de l'ère pataphysique l'Oulipo, ouvroir de littérature potentielle, dont le but principal est de manipuler des œuvres littéraires déjà existantes pour en fabriquer scientifiquement d'autres tout aussi remarquables. Voilà, vous en savez maintenant autant que moi, et toutes les émissions de télévision étant forcément pataphysiques, il me reste à vous souhaiter une excellente soirée.
Et maintenant, une grande première. L'équipe Science nous propose une énigme policière à la recherche de Mélanie Le Plumet. Cette réalisation, dont tous les faits sont rigoureusement authentiques et parfois même dramatiques, nous la déconseillons aux personnes sensibles qu'elle pourrait impressionner. C'est la raison pour laquelle nous vous la présentons à cette heure tardive. Nous allons nous rendre dans les couloirs du col... Alfred Jarry, écrivain. Génie et pataphysicien présente À la recherche de Mélanie Le Plumet. Avant de vous laisser partir ce soir à la recherche de Mélanie Le Plumet, j'aimerais faire une communication qui a son importance. Beaucoup d'entre vous ont encore la télévision en noir et blanc. C'est peut-être un peu triste pour une émission où la couleur a autant d'importance. Eh bien, pour la première fois, l'équipe Science, pour la première fois en Europe, l'équipe Science vous propose de recevoir une émission en couleur, même sur un récepteur noir et blanc. Cela résulte d'études récentes sur le mercure et le chrome, dont on a constaté certaines propriétés filtrantes. Sans entrer dans des détails scientifiques qui n'ont pas leur place ici, j'aimerais simplement vous indiquer comment faire. Vous prenez un petit flacon de mercurochrome et un tampon d'ouate. Vous mettez simplement un peu de mercurochrome sur l'ensemble de votre écran. Vous n'aurez plus d'émission en noir et blanc. Si par hasard, si par extraordinaire, vous n'aviez pas de mercurochrome, essayez avec de la teinture d'iode. Nous n'avons pas essayé, nous ne pouvons pas vous garantir des résultats, mais écrivez-nous, dites-nous à l'équipe Science, boulevard Reyers, 1040 Bruxelles, dites-nous ce que vous avez obtenu. Merci. Qu'est-ce que c'est que ce charabia qui précédait l'émission? Littérature, littérature. Ma seule devise est filature, filature. Et discrétion, bien entendu. Comme disait mon ami Boris, «Товарищи, время еще есть. Слушайте радио, смотрите французскую телевизию, идите в кинематограф, но, боже мой, не смотрите эту передачу, который самый лучший символ de la décadence petite bourgeoise». La vie est étrange. Hier, j'enquête à Düsseldorf pour le compte d'une association d'anciens SS afin de retrouver une façade qui aurait été repeinte par le Führer. Aujourd'hui, je suis convoqué par une organisation gauchiste. Ça commence bien. Monsieur Morcol? Filature et discrétion. Asseyez-vous, je vous prie. Monsieur Morcol, je vous ai fait venir, voici pourquoi. Vous savez que la télévision, dans son immanente impavidité, s'interdit de censurer en aucune manière ses journalistes. Tout au plus, nous suggère-t-on parfois, avec un gant d'airain sur une prothèse d'acier inoxydable, de traiter certains sujets. Ainsi, mon rédacteur en chef m'a demandé, pour la renommer l'équipe Science, de retrouver une certaine Mélanie Le Plumet. Mélanie Le Plus quoi? Mais, Mais quoi? rien. Mais alors? Mélanie Le Plumet, c'est son nom, et tout ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle fut provéditrice générale du collège de pataphysique, apostrophe P. Pata quoi? Physique, collège de pataphysique, apostrophe P. On ne sait pas grand-chose de ce collège, sinon qu'il est très lié à une trinité. Et cette trinité se compose en fait de trois géants rassemblés en un seul, le père Ubu, le docteur Faustrol
et Alfred Jarry. Mais venez les voir, j'en ai quelques images ici dans mon patasphère. Voyez, attendez. Voilà. Ça, vous voyez, c'est l'appartement d'Alfred Jarry. Il a été coupé en deux dans le sens de la hauteur. Oui, pourquoi? Il était tout petit, Alfred Jarry. D'ailleurs, vous le voyez ici. Sur son vélo. Ça, c'est mon grand-père. Ah tiens. Et Alfred Jarry avait créé ce personnage. En plus de ses dessins, avait créé le personnage d'Ubu. Le voici. Vous avez ainsi quelques indications pour votre enquête, mais du docteur Faustrol, nous n'avons pas de photographie. Tout ce que nous avons, c'est une description qui nous dit le docteur Faustrol est de peau jaune d'or, au visage glabre, sauf une moustache vert de mer telle que les portait le roi Saleh. Les cheveux alternativement poil par poil, blond cendré et très noir, ambiguïté auburnienne changeante avec l'heure du soleil. Enfin, les yeux, deux capsules simples d'encre à écrire préparées comme l'eau de vie de Danzig avec des spermatozoïdes d'or de teint. Voilà, vous avez toutes les indications pour votre enquête. Il s'agit maintenant de retrouver Mélanie Le Plumet. Eh bien, j'aurai quelques menus frais. Bien sûr, bien sûr. Vous Voici comprenez? une petite avance, dépensée sans compter. Oui, les frais d'enquête. C'est la télévision qui paye. Les pistes sont chères, surtout quand elles ne mènent à rien. Merci, merci, merci. Je crois que ça suffira pour commencer. Merci. Voilà, je vais demander un passe-avant à ma secrétaire. Bonnie, vous prendrez bien un petit café? Oui, oui, un petit café. J'ai traîné en Europe, en Asie, en Afrique. J'ai mené ma bécane jusqu'à l'Adriatique. Je fus glacé d'horreur en explorant l'Arctique. Pas trace du collège de pataphysique. Pas trace du collège de pataphysique. Le seul dont j'ai trouvé vestige en mon errance est un vieux monument, le Collège de France. Allons y voir. Filature et discrétion. Merci, monsieur.
J'aimerais, pour cette fête suprême de Saint-Landru, gynécologue, rendre un hommage tout particulier à notre maître à tous, le docteur Faustrol. Le docteur Faustrol, pataphysicien, a démontré il y a quelque temps déjà la surface de Dieu. Dieu est par définition inétendu. Mais il nous sera permis, pour la clarté de notre exposé, de lui supposer un nombre quelconque plus grand que 0, de dimension, quoiqu'il n'en ait aucune, à condition, toutefois, que ces dimensions disparaissent des deux membres de nos identités. Drôle, messieurs, très drôle. Symboliquement, on signifie Dieu par un triangle. Mais il ne faut pas s'imaginer que les trois personnes en sont les côtés ou les sommets. Il s'agit en fait des hauteurs d'un triangle équilatéral circonscrit au premier. Ces hauteurs se coupent bien sûr en un point et nous signifierons x pour cette portion-ci, a pour celle-ci, 2y pour celle-là. Prolongeant ces côtés, nous indiquerons n ici et p. Nous aurons donc x est égal à l'infini, moins n, moins p, moins a. Et d'autre part, comme nous avons p est égal à 0 et n égal à l'infini, moins 0, en portant les deux dernières équations dans la première, nous trouverons de toute évidence x est égal à infini, moins infini moins 0, moins 0, moins a. Ce qui, en supprimant les parenthèses, donne de toute évidence x est égal à moins a. D'autre part, en appliquant le théorème de Pythagore au triangle rectangle ici assuré, nous trouvons que y carré plus a carré est égal à x carré. Ce qui nous donne que y carré plus x carré égale x carré. Nous avons donc que y carré est égal à 0, donc y est égal à racine de 0. Dieu est donc tout au plus, et sa surface est tout au plus celle d'une ligne. Donc en fin de compte, nous pouvons conclure, Dieu est le plus court chemin de 0 à l'infini. Dans quel sens dira-t-on? Eh bien, nous répondrons que le prénom de Dieu n'est pas Jules, mais plus ou moins. Nous avons donc plus ou moins Dieu est le plus court chemin de 0 à l'infini, ou bien Dieu est le point tangent à 0 et l'infini. Messieurs, la pataphysique est la science. La chanson du décervelage. Je fus pendant longtemps ouvrier ébéniste dans la rue du Champ-Mars, la paroisse de Toussaint. Mon épouse exerçait la profession modiste et nous n'avions jamais manqué de rien. Quand le dimanche s'annonçait sans nuage, nous exhibions nos beaux accoutrements, puis nous allions voir le décervelage, rue de l'Échaudé, passer un bon moment. Voyez, voyez la machine tourner, voyez, voyez la cervelle sauter, voyez, voyez les rentiers trembler. Hurrah, corne au cul, vive le père Ubu. Et la manie de Mélanie, Mélanie l'amie d'Amélie. Mélanie, l'amie d'Amélie. Amélie, mais qui est cette Amélie? Don Luis Perena m'a dit, la pataphysique dépasse la métaphysique, d'autant que celle-ci dépasse la physique, dans tous les sens ad libitum. C'est limpide.
Mon enquête progresse. Il faut que je ramène quelques documents probants. Toi, mon gaillard, je m'en vais te ficher quelques bâtons dans les roues. Mon lascar, il va être temps de se mettre à table, hein? Monsieur, brisons la glace. La pataphysique en tant que science exige un peu d'escalade. Mes errements en ces lieux sont dans l'ordre des choses. Je tourne, ici comme dans mon enquête, sur le ventre du père Ubu, dans une gidouille qui cerne la réalité de plus en plus près. Après tout, à l'égard de la pataphysique, tout est la même chose. Puisque le pataphysicien n'accepte aucune explication scientifique définitive, mais encore n'attribue de valeur à aucune valeur, qu'elle soit morale, esthétique ou autre. Il tient ces valeurs pour de simples faits d'opinion. Nanti de ces vérités premières, je devrais quand même trouver la sortie. Le dîner risque de refroidir. Vous avez enfin trouvé la sortie? Pardon? Vous avez enfin trouvé la sortie? La sortie? Quelle sortie? La sortie. La sortie? Eh bien, figurez-vous, mon cher monsieur, que la sortie et l'entrée ne sont qu'un. Et monsieur désire une entrée? Une entrée? N'avez-vous pas dans votre cercle de relations une dame? La dame au plumeau. Vous voyez ce que je veux dire? Au plumeau? Oui. La dame au plumeau. Au plumet? Au plumet, au plumet. La dame au plumet. Je m'en vais leur tirer les vers du nez. Ça vient, ça vient, ça vient. Vous êtes bien complaisant, mon cher monsieur. Je commence enfin à y voir un petit peu clair. Donc, vous me dites que cette dame au plumeau... Au plumet? Au plumet? Si c'est de la même qu'on parle. Vous permettez? Non, je crois que vous n'avez plus rien à dire.
Je ne progressais plus guère lorsque mon ami Don Luis Perena, qui pour être cambrioleur n'en est pas moins gentleman, me glissa un document fondamental, les statuts du collège de pataphysique. Ah oui, à propos de ça... Non, le vrai dîner. Oh, pardon, du rosé, s'il vous plaît. Le fromage, Bien, monsieur. Voilà. le fruit, le gâteau, les glaces et l'étoffée. Merci. Non, mais vous comprenez, on est toujours à la recherche d'une certaine authenticité. Alors, entre les plaies de nonne, les couilles de Suisse, le café liégeois, le café viennois et le café glacé et la glace café, mon cœur balance. Et vous dites couilles de Suisse? Les couilles de Suisse, exactement. Et votre cœur balance? Merci. Quand j'étais enfant, on disait des coupes de Suisse. Après, c'était en Wallonie. Mais ça se dit encore maintenant. Des coupes de Suisse? Des couilles de Suisse. Des couilles de Suisse. Des couilles de Suisse. Que diriez-vous d'un café rennois? Le café rennois. C'était entre le café liégeois et le café... Oui, exactement. Le café glacé, vous voulez dire? C'était... C'est un mélange des deux, je crois. Non, mais le café rennois... Au dessert, mon enquête piétinait. Café rennois, café glacé, café viennois ou café liégeois, la question était d'importance. Nous fîmes appel à un spécialiste. Ainsi donc, le problème qui nous est posé est de déterminer un ordre de préférence entre les trois expressions correspondant aux trois préparations que j'ai sous les yeux, café glacé, café liégeois et café viennois. Le problème est d'importance et la première remarque que j'aimerais faire est qu'il convient de procéder d'abord à une opération A vers S, c'est-à-dire à abandonner les adjectifs glacé, liégeois, viennois pour les substantifs qui leur ont donné l'essence, glace, Vienne, Liège, la substance étant ainsi plus accessible à notre expérience. Eh bien, je devrais pouvoir choisir entre différents critères. J'ai pensé d'abord aux critères morphologiques. En regardant le mot glace, le mot Liège, le mot Vienne, on peut déjà se faire une première impression sur un sentiment esthétique qui se dégage de l'aspect de ces mots. Ainsi, le mot glace me paraît à éliminer immédiatement. Il est bancroche, il est mal fichu, il est inélégant, avec son jambage plongeant, suivi immédiatement d'une hampe et puis d'une sorte de queue se situant sur la ligne moyenne de l'écriture. Ce mot est sans aucun intérêt esthétique. Le mot Vienne, par contre, peut être considéré comme relativement élégant, mais manque peut-être d'imprévu puisqu'il se situe entièrement sur cette ligne médiane, sans hampe ni jambage plongeant. Quant au mot Liège, le mot Liège, avec sa hampe au début du mot et son jambage plongeant vers la fin, il est assez séduisant. Et disons que pour ce premier critère, c'est le café liégeois qu'il me faudrait retenir. Deuxième critère est peut-être plus mathématique que plus objectif dès lors. C'est un critère quantitatif, je dirais même massique. Et si vous voulez bien, nous allons peser les mots. Si je pèse le mot glace, si je pèse le mot Liège et si je pèse le mot Vienne, l'avantage va évidemment au mot Vienne qui comporte 6 lettres, tandis que les deux autres n'en comportent que 5. J'arrive à une conclusion différente de la première opération et ceci est un résultat déjà intéressant. Je peux alors me pencher sur l'aspect étymologique du problème. Glace est sans grand intérêt, car c'est tautologique. Un café liégeois, un café viennois étant nécessairement un café froid, donc glacé. Ceci ne me semble donc pas très intéressant à retenir. J'ai donc le choix entre les deux villes, entre Liège et Vienne. Je suis obligé d'écarter Liège, Liège étant la cité ardente, et ne pouvant donc donner son nom à une substance froide. Je garde donc Vienne. J'ai encore une fois 3 résultats différents. Je dois donc faire appel à une technique qui a fait ses preuves, c'est-à-dire à la cabale. Je vais donc considérer les 3 mots, glace, Liège et Vienne, en attribuant à chaque lettre qui les compose une valeur numérique fixée depuis les temps les plus reculés et qui est tout simplement celle de leur ordre dans l'alphabet. J'arrive à 28 pour glace, puisque G vaut 7, L vaut 12, vous me faites confiance. J'arrive à 38 pour Liège, ce qui est déjà mieux. J'arrive à 69 pour Vienne et indiscutablement, c'est le café viennois qui a la dénomination la plus correcte. Je le choisis donc, et en toute logique, c'est donc son opposé que je vais déguster, le café glacé. Bon appétit.
crois avoir trouvé la clé de l'énigme chez Boris Vian. La pataphysique va toujours de l'avant puisqu'il est immobile dans le temps et que le temps, lui, est rétrograde par définition. Allons rendre compte de nos déductions. Alors, monsieur Morcol et cette enquête? Ah, Mélanie Le Plumet, pas encore, pas encore. Mais j'ai réussi à saisir quelques photographies de certains optimates du collège. Venez voir. Voilà, la première vue représente le transcendant satrape du collège, Raymond Queneau. Oui, et quant à la seconde vue, là, je donne ma langue au chat. Marcel Duchamp, Paul-Émile Victor, sa feu Magnificence le vice-curateur Sandomir, Michel Léris, René Clair, Juan Miro, voici Max Ernst et Julien Torma. Et encore, disons, Ravi. C'est tout? Non, il y a encore quelque chose de très intéressant que je me suis procuré avec l'aide de Don Luis Perena. C'est ce tableau. Oh, pardon. C'est, comme vous le voyez, le passage de la mer Rouge au moment où la mer Rouge s'est entr'ouverte pour laisser passage aux Hébreux qui sont partis et au moment où les Égyptiens sont sur le point d'arriver. C'est une œuvre qui fut exposée au Salon des Indépendants dans les années 1900. Elle a fait quelques sensations parce qu'elle procédait à une purification sans précédent du langage pictural et qu'elle apportait une réponse extrêmement neuve aux postulations du figuratisme abstrait. Nous sommes néanmoins en présence de tout un faisceau de traditions et l'artiste sait même plus, semble-t-il, à faire ici la synthèse des différents problèmes que posaient depuis Cézanne les rapports de la couleur et de la forme pour leur donner une solution audacieuse et radicale. La structure cézannienne reste en effet très sensible, mais ces contrastes rythmiques ont prouvé, grâce à une modulation plus souple, l'équilibre d'une parfaite unité, analogue aux compensations de la lumière spectrale. Vous comprenez? Notons que la monochromie en liste et le cloisonnisme de Mondrian sont du même coup portés à leur ultime conséquence. Mais c'est surtout à l'espace raréfié de Tanguy qu'on pense. L'horizon semble avoir été aspiré, et en même temps avoir aspiré l'univers visuel dans l'infini d'une troisième dimension, s'annulant lui-même et résorbant l'objet témoin au sein d'une suprême vacuité. Malgré tout, on sent la présence latente d'un graphisme exaspéré, comparable à la rupture d'une corde qui eût entraîné le tableau tout entier dans le cadre, où il paraît s'être réfugié pour ne laisser devant nous que l'intensité d'une surface vibrante, on voudrait même dire hallucinante, car il ne s'agit pas, bien entendu, d'une création froidement abstraite, mais de l'intuition d'une réalité autre. Ici, très concrètement promue, selon le vœu des surréalistes, on a, au sens propre, l'impression de voir l'autre côté du tableau et d'être admis à la contemplation de l'invisible. Cela éclaire très nettement notre enquête. Il n'y a pas de véritable émission scientifique sans un concours scientifique, dont voici d'ores et déjà les merveilleux prix. Je vous en lis le règlement. Article 1er. Le concours est ouvert à tout qui le désire, excepté à ceux dont le jury aura décidé qu'il leur était fermé. Article 2. Les gagnants sont les concurrents que le jury aura estimé être gagnants, et ce, sans appel. Article 3. Les réponses doivent arriver avant la réunion du jury, dont la date n'est pas à ce jour connue. Article 6. La participation au concours suppose l'acceptation inconditionnelle et admirative du présent règlement. Il semblerait bien que la clé de l'énigme soit là. Don Luis Perena m'a dit « Allez chercher quelqu'un ou quelque chose qui réfléchit. » Qui réfléchit. Quelque chose qui réfléchit. Bizarre, bizarre. Je songeais, mon enquête est comme un train. Plus la vitesse du train est moins grande,
moins le train va plus vite. C'est alors que je crus entendre, venant d'ailleurs, la voix de Mélanie Le Plumet. Pas de doute, c'était elle. Je me demande si Don Luis Perena en sera plus long. Ça continue. Merci pour votre invitation. Alors, il paraît que vous allez m'étonner. Eh bien, je crois que je vais vous étonner encore plus. Je viens de tomber sur le poème pour Bègue de Jean Lescure. Et je crois que la clé du mystère se trouve là-dedans. Écoutez. À Didyme, où nous nous baignâmes, les murmures de l'Arara cessaient de faire ce rara, le son sombre où brouillaient les âmes. Mais mes marines Marmara tutuent un temps tendre à périr. La mer amère en des désirs qui quitte enfin un Arara. Couvrez vraiment l'été ténèbres, terre, tes ruines sont songeuses. Pour pourrir rire est une heureuse ruse, use-en au livre de tes fûts funèbres. Oui, mais écoutez ceci. L'Amérique du Sud séduit les équivoques. Tu me stupéfies plus que tous les ventriloques, mais rien ne vaut le morceau de boudin grillé. C'est ici. Rien ne vaut le morceau de boudin? Tout le fond du problème est là. Tout est clair, tout s'éclaire. J'ai trouvé l'organum, siège administratif du collège de pataphysique. Le collège de pataphysique est occulté jusqu'en l'an 2000. Merde, merde. Chers amis, voilà bien les aléas de la télévision. Nous avions commencé une enquête qui se présentait sous d'excellents auspices et puis nous nous retrouvons ici en studio. Pourquoi? Eh bien parce que nous apprenons que cette enquête est arrêtée parce que le collège de pataphysique est occulté jusqu'en l'an 2000. Alors nous avons pris quelques spécialistes en studio. D'abord monsieur... Guy Warszawski. Guy Warszawski. Warszawski, c'est un nom d'où ça? De nulle part. De nulle part. De Pologne. Vous avez des fonctions au collège de pataphysique? Correspondant réel. Correspondant réel. Et monsieur? Philippe Vandenbroek ou Alexandre Merdreff, comme vous voudrez. Oui, et que faites-vous au collège? Je suis correspondant simplement apparent, oui, mais aussi administrateur extravagant de l'Institut Limbourgeois de hautes études pataphysiques. Et j'ajoute que je suis ici à titre purement officieux. C'est ça, vous êtes aussi grand chartulaire, je crois. Oui. Alors je voulais vous demander ce que vous pensez de cette occultation du collège de pataphysique en l'an 2000. L'hymne des palotins. C'est nous les palotins, c'est nous les palotins, on a des gueules de lapin, mais ça n'empêche pas qu'on est un peu calé pour tuer les rentiers. C'est nous les pas, c'est nous les tins, c'est nous les palotins. Dans de grandes bois en fer blanc, empilés la semaine entière, c'est le dimanche seulement qu'on peut respirer le libraire.
l'oreille au vent, sans s'épater. On marche d'un pas assuré, et les gens qui nous voient passer nous prennent pour des militaires. C'est nous les palotins, c'est nous les palotins, on a des gueules de lapin, mais ça n'empêche pas qu'on est un peu calé pour tuer l'air entier. C'est nous les pas, c'est nous les tins, c'est nous les palotins. Bon sang, mais c'est bien sûr. Mesdames, Mesdames et Messieurs, bonsoir. La chose n'est pas courante et nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. Nous interrompons ici une émission afin de vous rendre compte au plus vite d'une actualité brûlante. En effet, en cet instant, en pays limbourgeois, se déroule un hommage au grand singe, bosse de nage, cynocéphale papillon, staroste du collège de pataphysique. Il semble qu'à cette occasion, enfin, nous puissions avoir quelques éclaircissements sur une affaire qui émeut l'opinion belge, pas seulement l'opinion belge, l'opinion internationale, la disparition de Mélanie Le Plumet. Que ce dimanche 22 haha de l'an 104 de l'ère pataphysique soit apostillé d'une fête qui, pour être suprême, n'en est pas moins seconde. Ce ne peut être que l'effet du vouloir de la rote astrologique qui veilla à pourvoir le temps. La non-prééminence de cette fête consacrée à la résurrection de Bosse de Nage est pour ainsi penser tautologique d'un accident guère surprenant dès lors que, comme l'indique le docteur Faustrol, Bosse de Nage n'ayant jamais existé qu'imaginairement, ne pourrait être mort définitivement. Par ces raisons, et pour d'autres vulgairement d'essence, voire d'existence géographique, il a paru essentiel de pétrifier, au sens tant biblique que géologique du terme, le grand singe Bosse de Nage, cynocéphale papillon, sur cette place du pays limbourgeois. Comment ne pas imbriquement frémir au choc de cette fête de la résurrection et du souvenir de celle qui disparut, ayant contresigné les statuts,
la provéditrice générale Mélanie Le Plumet, odieusement assassinée par un ignoble vieillard dans un building de la rue de Grenelle, le 1er Gueule 76. Mais comment enfin ne pas voir dans cette résurrection et dans cette disparition les deux côtés d'un même ruban de Möbius de la réalité pataphysique? Puisque, comme l'a magistralement signifié sa feu magnificence docteur Sandomir, vice-curateur du collège de pataphysique, seule la pataphysique peut tout, même ce qu'elle ne peut pas. 1, 2, 3, 4, 5. Je vous le disais, nous aurions du nouveau sur Mélanie Le Plumet, mais vous l'avez appris comme moi, ces nouvelles sont tragiques. Rappelons cependant que l'équipe science de la RTB continue de mener l'enquête et que toutes les suggestions, toutes les informations seront les bienvenues et récompensées. Excusez-moi. Oui? Oui? Oui, oui, certainement. Oui, merci. Excusez-moi. Encore une nouvelle, hélas, dramatique. Notre équipe mobile nous appelle à l'instant du cimetière du Père-Lachaise, où elle vient d'assister à l'assassinat, oui, à l'assassinat du détective privé, M. Morcol, qui enquêtait précisément sur la disparition de Mélanie Le Plumet. C'est sur ces tristes, sur ces bouleversantes nouvelles que s'achève cette édition spéciale du journal télévisé. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Dans un pays pas très loin d'ici, dans un pays plat, aussi plat qu'un plat, aussi petit qu'un petit confetti, il n'y avait pas de loi et chacun pour soi. Il avait un tout petit zizi et un grand cul, le père Ubu. Sa madame était une femme infâme et tout dodue, la mère Ubu. Bête et méchant, les deux emmerdants, n'aimaient que l'argent et la crème Mont Blanc. Ils avaient un plan pour un coup d'état, pour un pif.